L'échiquier international, merci d'être là. La guerre d'indépendance d'Algérie refait surface en hexagone, non pas par l'étude ou le débat, mais par les déclarations plutôt orientées de certaines figures médiatiques et politiques. Pourtant, archivistes, historiens, soldats, militaires parlent de massacres de grande ampleur visant à vider des terres de population en Algérie dès 1830. Pourtant, le glacis du déni résiste à la réalité. Michel Labarthe, par exemple, dans son livre Le Grand Parjure, où il évoque un Tocqueville qui vient présenter son rapport sur l'Algérie, évoquant une population de Constantine dont les trois quarts auraient disparu entre 1863 et 1867. On encourage le relativisme en France à tout craint malgré ces archives. On se souvient des sorties d'un certain président Nicolas Sarkozy de Nadji Boxa et ses propos concernant les supposés bienfaits de la colonisation en Algérie. Alors pourquoi ce passé ne passe pas en France ? Pourquoi la liberté d'expression conjuguée si souvent se limite quand il s'agit de la colonisation de l'Algérie? Et finalement, qui veut rejouer la guerre de l'Algérie et à quel dessein? On en parle et c'est tout de suite. On aurait dû le dire, mais également les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie connaissent de fortes tensions. Et comme on va le voir, l'histoire coloniale n'est jamais loin de ces tensions. Qu'en pense donc notre invité du jour, historien, chercheur et surtout auteur de cette somme que je montre à l'écran et bien d'autres? Alain Ruscio, bonsoir. Bonsoir, Merci très d'être heureux des d'être nôtres. auprès de vous. Merci. Alors, j'aurais dû le dire, le titre, La Première Guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance, édité aux éditions France Fanon. Vous êtes un historien spécialiste du fait colonial, auteur d'une quinzaine d'ouvrages, on va en citer quelques-uns. L'interminable histoire de l'OAS, les communistes et l'Algérie, et également des origines de la guerre d'indépendance, et j'en passe. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors on l'a dit, Alain Ruscio, les tensions entre la France et l'Algérie sont à un niveau de crispation peut-être inédit, même si les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été complexes. Mais le point de bascule, pardon, du côté d'Alger serait la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Emmanuel Macron en connaissait les plausibles conséquences d'une telle mesure, mais pourquoi, selon vous, a-t-il franchi le pas, ou le Rubicon, on va le dire comme ça? Eh bien, je pense que Emmanuel Macron est tombé dans un piège qu'il s'est d'ailleurs lui-même tendu finalement, à savoir de choisir entre deux partenaires absolument essentiels pour le rayonnement de la France, tout simplement la politique étrangère de la France en général. Et effectivement, il a rompu avec une tradition française qui était dans ce domaine particulier, qui est essentiellement brûlant pour les deux pays, pour nos amis algériens et nos amis marocains, de tomber dans la prise de position partisane. Et en ce qui me concerne, je le déplore. Les historiens peuvent avoir des analyses divergentes, le cas échéant, sur cette question du Sahara occidental, mais ce qui est certain, c'est que la diplomatie française n'a pas, pour des raisons qui sont évidemment plus politiques qu'historiques, n'a pas à prendre un parti et à déstabiliser encore plus les relations entre la France et l'Algérie. Alors, on l'a dit, une forte crispation qu'on a inspiré plus d'un, puisqu'on a un ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui a évoqué des mesures se voulant être contraignantes, voire provocantes à la suite de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Alors, Bruno Retailleau a, semble-t-il, multiplié les offensives provocantes contre Alger. Oui, 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 oui. Écoutez, moi je dis toujours avec une certaine ironie
que M. Retailleau n'a pas encore compris que le département d'Alger, de Constantine et d'Oran ne sont plus des départements français, et il est ministre de l'Intérieur, et il n'a pas à intervenir comme ça sur des questions internationales. Je rappelle que l'un de ses prédécesseurs, François Mitterrand, le 7 novembre 1954, avait dit la seule négociation, c'est la guerre. Et donc, Retailleau se met dans ce sillage, en quelque sorte, avec une formule que l'on pourrait paraphraser en disant la seule négociation, c'est la dénonciation, la haine de l'Algérie, finalement. Et c'est cette façon de distiller le mépris, la distance avec l'autre rive de la Méditerranée, et non seulement scandaleuse du point de vue politique, mais extrêmement néfaste, bien sûr, pour l'Algérie, mais également pour la France. La France n'a pas à dicter un ministre français, a fortiori un ministre dont la compétence ne s'étale pas sur les relations internationales. Un ministre n'a pas à dicter ainsi, avec les guillemets nécessaires, comme au bon vieux temps des colonies, n'a pas à dicter la politique à l'Algérie. Alors ce soir, l'échiquier international reçoit Alain Ruscio, la première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance entre 1830 et 1852. Alors Alain Ruscio, en théorie, plus on s'éloigne d'une séquence historique, plus on devrait l'appréhender avec, en théorie, hein, en tout cas, avec lucidité et sagesse. Je dis ça en général, mais concernant la France, comme on dit, concernant ce fait colonial, il y a vraiment un passé qui ne passe pas. On a parlé du concept du bouc émissaire, ou on peut parler aussi du concept du refoulé colonial. Mais pourquoi, on va le dire simplement, pourquoi la France a du mal à voir tout bonnement, lucidement, cette partie de son histoire? Vous savez, je pense, dans le livre que vous avez eu la gentillesse de présenter, je parle des prémices, en quelque sorte, de l'implantation de l'idéologie coloniale qui, contrairement à ce qu'un certain nombre d'historiens précédemment affirmaient, n'est pas née sous la Troisième République, mais est née dès la monarchie de Juillet. C'est-à-dire dès les années 1830, il y a eu, en quelque sorte, la colonne vertébrale de ce qui va devenir l'idéologie coloniale, à savoir la notion déjà de mission civilisatrice de la France, la notion d'inégalité des races. C'est une chose qui apparaît, le livre du marquis de Gobineau de l'inégalité des races humaines date de 1843, donc on est en pleine période de la conquête, et en particulier de Bugeaud d'ailleurs. Eh bien, toute cette idéologie qui s'est structurée à partir de ce moment s'est implantée progressivement dans toutes les sphères de la société française, avec un appareil, déjà des appareils idéologiques d'État, comme disait naguère Althusser, mais également avec la propagande privée. C'est-à-dire que tous les médias, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les médias, ont distillé cette idée que la grandeur de la France était liée à sa présence outre-mer, et en particulier sa présence en Algérie, qui était présentée comme, en quelque sorte, la perle de l'empire colonial français. Eh bien, tout ça a été distillé pendant 132 ans pour l'Algérie, ça représente 5-6 générations. Un siècle pour l'Indochine, ça représente 5 générations. Pour le Maroc, pour la Tunisie, c'était un peu plus court, mais toutes ces notions, et bien sûr l'Afrique subsaharienne, toutes ces notions ont été inculquées à la population française, et à un point tel que Aimé Césaire, dans un essai célèbre sur la colonisation de 1950, disait que le poison du colonialisme avait atteint profondément, et le poison du colonialisme et bien sûr l'idéologie qui l'accompagnait, c'est-à-dire le racisme, ont véritablement imprégné la société française, et il y a un certain nombre de gens, on pourra les citer par la suite, qui ne sont pas sortis de cette idée, cette association entre la grandeur de la France et la présence outre-mer, voire la politique française en Nouvelle-Calédonie et Kanaki, voire la politique française à Mayotte. Donc la relation avec l'Algérie n'est pas un épiphénomène, c'est une partie importante d'un tout qu'on appelle le retour du refoulé colonial.
Alors vous êtes arrêté sur des figures intellectuelles, vous avez cité Gomineau, sont des figures pourtant qui sont vues aujourd'hui comme les chantres du progressisme. Par exemple Tocqueville, on pourrait parler de Ernest Renan sous la Troisième République. Bien sûr. Enfin, il y en a plusieurs qui ont approuvé, justifié, parfois encouragé la colonisation. Comment vous l'expliquez? Moi, je ne l'explique pas. Je crois que ça rend les intellectuels un petit peu modestes. Les intellectuels, d'un certain point de vue, bien sûr, aident à façonner une idéologie, mais sont eux-mêmes imprégnés d'idéologie. Et donc, il suffit de regarder un certain nombre d'intellectuels très médiatisés en France pour comprendre qu'effectivement, ces gens-là ne se sont pas abstraits de l'idéologie coloniale. Donc, il y a une sorte de sentiment de revanche sur une histoire qui est une histoire qui pourtant est achevée avec l'indépendance de l'Algérie le 4 juillet 1962. Donc cette façon un petit peu de réécrire l'histoire est assez inquiétante parce que finalement, si on regarde un petit peu l'historiographie ou le regard colonial ou le regard porté sur la colonisation après l'indépendance de l'Algérie, il y a eu une dizaine d'années pendant lesquelles eh bien, on avait l'impression que l'idéologie coloniale allait capituler, allait progressivement disparaître et mourir de sa belle mort. C'est l'époque où de grands historiens comme Charles-André Julien, notre glorieux prédécesseur, ou Charles-Robert Ageron, écrivaient des livres qui étaient absolument incontestables. Et dans cette période qui va en gros jusqu'à la fondation du Front National. D'ailleurs, ce n'est pas du tout une coïncidence. Le Front National est créé exactement en 1972, 10 ans après l'indépendance de l'Algérie. Dans cette première période, on avait l'impression qu'il n'y avait que l'extrême droite, les nostalgériques, comme je les ai appelés dans un ouvrage, qui étaient, et puis une partie, pas tous les pieds noirs, mais une partie de la communauté pieds noirs, qui regrettait le glorieux temps des colonies. Et puis, progressivement, il y a comme une petite musique un petit peu vicieuse, est arrivée un petit peu la réhabilitation du colonialisme, et ça a progressivement imprégné d'autres sphères de la société française, et en particulier la droite classique. Je pense qu'avec la disparition du général de Gaulle et des grands barons du gaullisme, comme on disait, la droite revancharde a commencé à regagner du terrain. En disant cela, je n'idéalise pas le général de Gaulle. Je sais très bien que l'indépendance de l'Algérie a été conquise par son peuple et non pas octroyée, comme on le dit trop souvent encore en France. Mais malgré tout, il était quand même difficile dans les années 60-70 de revenir sur l'inéluctabilité de l'indépendance de l'Algérie. Et puis progressivement, sous le régime de Giscard d'Estaing, par exemple, un certain nombre de généraux de l'OS ont été amnistiés, d'autres même réhabilités. Et puis l'extrême droite a commencé à prendre ses revanches. Et la droite traditionnelle, je pense qu'il y a eu des moments clés. La loi de février 2005 qui avait envisagé de demander aux enseignants d'enseigner aux élèves des écoles les aspects positifs de la colonisation, cette loi a été un moment, bon, le combat a réussi à en faire reculer les aspects les plus détestables, mais c'était un moment. Et puis, le ministère de l'Identité nationale, promu par Nicolas Sarkozy, et le gouvernement de François, enfin le mandat de François Hollande n'a pas été non plus extrêmement glorieux lorsqu'on a parlé à certains moments, lorsqu'ils ont parlé à certains moments de la déchéance de nationalité. Toutes ces choses-là ont fait que Donc c'est un courant prégnant, il n'est pas résumé par que seulement quelques figures médiatiques, c'est bien un système dont vous êtes en train de nous parler, un courant en tout cas qui était en train d'augmenter en intensité au fil des ans. Ah ben j'en suis absolument persuadé. Bon, sans tomber bien sûr dans le complotisme en pensant qu'il y a un chef d'orchestre clandestin qui a manipulé la totalité de ces prises de position, mais je pense que ce que j'ai appelé la petite musique vicieuse a commencé à s'instaurer un petit peu dans les esprits et
j'ajoute que peut-être les gens de la gauche, disons de la gauche protestataire, n'ont pas été assez vigilants et peut-être suis-je dans les rangs de ces gens qui doivent analyser un petit peu leur impuissance face à ce mouvement. Nous avons été actifs, les historiens ont été actifs, beaucoup d'intellectuels ont été actifs, mais face à ces espèces de rouleaux compresseurs, j'invite vos auditeurs et vos téléspectateurs, lorsqu'ils viennent en France, de regarder ce qu'il y a, par exemple, dans les kiosques des aéroports ou des gares. Il y a beaucoup de revues qui sont des revues très riches, avec du papier glacé, avec des textes extrêmement négationnistes. Eh bien, ces revues trônent en quelque sorte, et l'histoire critique, à laquelle je pense, j'espère appartenir, l'histoire critique n'a pas le même accès à ces grands médias, à ces grandes revues. Et donc, il y a là aussi une sorte on caresse les Français dans le sens du poil, c'est-à-dire l'idée que finalement, la France est éternellement le pays des droits de l'homme, la France est éternellement porteuse d'exportation des Lumières, en quelque sorte. Alors, Alain Ruscio, dans la foulée de ce que vous êtes en train de dire, je vous propose de regarder un court document sur justement cette volonté, cette orientation qu'ont les médias de conjuguer la guerre d'Algérie selon certains auspices ou certains calculs. On regarde, puis on revient juste après. Merci. Formidable que je quitte à regret, mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit « la colonisation en Algérie », mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Moi, j'aime la France, et je ne veux pas que la France renie, oublie, soit parjure à ses valeurs. Alors, ça rejoint ce que vous disiez globalement, mais je vous pose la question quand même. Vous évoquiez, sans le dire directement peut-être, un effet de négationnisme, osons le terme. C'est de cela dont il s'agit, Alain Ruscio. Ah ben, j'utilise sans aucune hésitation le terme de négationnisme. Oui, il y a négationnisme, allez, vous savez, la racine est facile à trouver. Il y a une négation de choses qui sont absolument évidentes. Je vous signale quand même, et je pense que vos téléspectateurs ils sont également attentifs, je vous signale que depuis la sortie de Jean-Michel Apathy, qui a mis en quelques secondes sur les médias beaucoup plus d'informations que nous autres avec nos gros travaux, mais il n'y a pas un seul historien connu, célèbre et connaissant bien l'histoire de l'Algérie, il n'y en a pas un seul qui a contredit ce qu'a dit Jean-Michel Apathy. L'idée que, moi je n'aurais peut-être pas employé l'expression oradour, parce que pour le français moyen, ça a une signification douloureuse. Mais en tout cas, la comparaison entre les crimes de l'armée nazie en France et les crimes de l'époque de la conquête et au-delà, tous les gens en France qui ont levé les bras au ciel en disant ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ont donc oublié les massacres du Constantinois du printemps 1945, ont donc oublié la généralisation de la torture pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, ont donc oublié les épandages de napalm qui ont commencé dès novembre 1954. Donc toutes ces choses-là sont connues. Et ma deuxième observation, c'est que les intellectuels célèbres, les intellectuels médiatisés, vers qui se tendent toujours les micros dès qu'il faut défendre un certain nombre de causes, je ne veux pas faire de hiérarchie, mais
est-ce qu'on a entendu une seule fois Michel Onfray, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, qui sont normalement considérés comme des intellectuels et donc normalement très informés, très cultivés, est-ce qu'on les a entendus une seule fois prendre la parole dans ce débat qui a lieu en ce moment? Non. Alors, sûr. Est-ce qu'on a entendu un seul homme politique disons, de droite ou qu'on appelle modéré pour dire finalement, ayons un petit peu de modestie et rappelons quand même que la France a commis des crimes? Non. Alors, Il y a là véritablement une sorte de climat très très malsain autour de l'histoire qui s'est instauré. Ma seule consolation, c'est que la publication de mon livre, qui date d'octobre dernier, vous voyez, je n'ai pas profité de Jean-Michel Apathy, mon livre est plus ancien, mais depuis que j'ai publié mon livre, je suis invité par beaucoup d'associations de culture populaire qui effectivement tant les mieux. auditeurs sont friands Tant d'informations. mieux que votre voix soit entendue, puisque vous racontez beaucoup de choses. Vous nous faites voyager à travers ce livre, La Première Guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance entre 1830 et 1852. Alors vous racontez que le 14 juin 1830 du matin, lorsque le premier soldat français pose son pied à Sidi Ferruch, les conquérants furent confrontés d'emblée à une forte résistance, mais dès le début, on le voit, vous le décrivez magnifiquement bien, le déchaînement de violence est inouï. Certains militaires y voient aussi une forme de croisade. Vous parlez aussi d'une classe marchande qui s'est enrichie au creux de cette colonisation. Vous avez commis une sacrée somme, une sorte de voyage dans l'apocalypse. C'est très imagé, on est transporté. C'est une synthèse inédite. Je conseille vivement à nos téléspectateurs d'aller se le procurer, qui se trouve dans toutes les bonnes librairies à Alger. Alors, quel est le bilan humain auquel vous êtes arrivé entre cette période 1830 et 1852? Des deux côtés d'ailleurs. Oui, de deux côtés. Alors, avant de répondre à votre question, je souligne véritablement, et j'y tiens beaucoup, au sous-titre de mon livre. C'est effectivement, et vous l'avez dit, une histoire de conquête et de résistance. Et effectivement, c'est une leçon donnée à tous ceux qui estiment que l'Algérie n'existait pas, enfin toutes les sornettes qu'on a pu entendre. Ce peuple n'a jamais accepté la domination étrangère. Donc je ferme cette parenthèse, mais c'est très longuement développé dans mon livre. Alors pour répondre maintenant directement à votre question, on estime, il n'y avait évidemment pas de recensement en Algérie en 1830, les historiens et les démographes, et je salue au passage mon collègue Kamel Kateb qui a fait un travail absolument formidable sur la démographie de l'Algérie coloniale, on estime qu'il y avait à peu près entre 3 et 4 millions d'Algériens en 1830. Donc évidemment la fourchette est grande, mais il n'y avait pas d'appareil statistique. Et donc Kamel Kateb, dans son étude, a abouti à un chiffre, lui, en 1871, au lendemain de la grande révolte kabyle, abouti au chiffre de 825 000 morts. Et donc, évidemment, moi, je n'ai pas pu faire d'addition sur la période que j'ai étudiée, qui est plus courte, je m'arrête en 1852, mais je pense qu'il y a eu à peu près un demi-million d'Algériens qui sont morts du fait de la conquête, du fait direct ou indirect, je précise. Alors, direct, c'est quoi? C'est tout simplement les combattants des deux grands patriotes qui ont mené la lutte de résistance, à savoir l'émir Abdelkader et le bey Ahmed dans le Constantinois. Donc, il y a eu bien sûr les combattants, les cavaliers qui ont été très courageux face à une armée française qui est montée quand même à 100 000 hommes à l'époque. Mais il y a eu également, bien sûr, par-ci par-là, dans les villages, des francs-tireurs qui ont fait le coup de fusil avec l'armée française. Mais l'immense majorité des morts de cette conquête sont des morts, je dirais, en quelque sorte, la conséquence de la conquête. C'est-à-dire la famine, les famines, la maladie, problème d'hygiène, etc. Voilà, c'est ça. Quand une colonne française arrivait devant un village et qu'elle repartait après avoir tué un certain nombre de gens
parfois la totalité des gens d'ailleurs, lorsqu'elle repartait en ayant pris tous les grains, tout le bétail, et tout ça c'est référencé dans mon livre, eh bien les survivants n'avaient plus rien à manger. Donc les famines ont été nombreuses. Alors, Les maladies, le choléra, qui n'existait pas en Algérie, qui n'existait pas du tout en Afrique d'ailleurs, avant la présence française, a été apporté involontairement, bien sûr, par des colons qui étaient eux-mêmes contaminés. alors, Donc, on arrive effectivement à une véritable moisson humaine qui a été un drame. Et on est revenu à peu près au niveau de la population de 1830 seulement à partir des années 1860. Merci Alain Ruscio, on est obligé de rendre l'antenne. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère vous avoir très bientôt avec nous sur ce plateau. Vous êtes le bienvenu, j'espère à très vite. Merci en tout cas pour votre livre, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle son livre, La Première Guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance 1830-1852, à trouver dans toutes les bonnes librairies, édité par la maison France Fanon, à qui on souhaite bon courage pour cette période pénible. On est de tout cœur avec eux. Voilà, l'échiquier international arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain.